ce n'était pas une, comment dirais-je, une surprise, mais en allant à Addis Abeba. Le choix du Premier ministre est basé sur quoi en fait le choix du président de la République? Désormais, retrouvez-moi sur Info 243. Batata Bamaman, désormais Bolanda Bisso sur Info 243. Merci. 50 ans après, il est le deuxième président congolais à avoir cette, je ne sais pas, chance ou soit l'opportunité de diriger cette grande institution continentale, l'Union africaine. Félix-Antoine Tshisekedi, 2 ans après son accession à la magistrature suprême, beaucoup de défis déjà sur le plan national. Il s'ajoute des défis sur le plan continental. Nous allons revenir sur toutes les questions et entrer à cette nouvelle fonction de l'actuel président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, avec son porte-parole, M. Tarcisse Kasongo Mwema Yamayamba. Bonjour. Bonjour. La première question est de savoir qu'est-ce qui a joué ou qu'est-ce qui a influencé l'avènement du président Félix-Antoine Tshisekedi à la tête de l'Union africaine. Est-ce que c'est un pur hasard? Ça ne peut pas être un hasard, bien entendu. On n'est pas président de la République par hasard d'abord. Et ensuite, si vous avez vu la progression, très lente, mais la progression avec laquelle les choses se sont passées, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a d'abord été porté par ses pairs à la deuxième vice-présidence de l'Union africaine, avant de passer 1 an après à la première vice-présidence et comme c'est de coutume, à la présidence de l'Union africaine. Alors qu'est-ce qui a fait que le choix soit porté sur sa personne? Bon, difficile de le dire, mais ça n'a pas échappé à beaucoup de dirigeants africains que le président de la République a beaucoup voyagé autour de la République démocratique du Congo, qu'il a beaucoup travaillé à la pacification d'abord de son propre pays, au rétablissement de la paix, même si ce n'est pas encore entièrement réalisé, qu'il est intervenu comme médiateur dans des conflits en Afrique, que je ne prendrai que le conflit entre le Rwanda et l'Ouganda, que le président de la République a entrepris des réformes dans son propre pays, et notamment pour mettre en place cet état de droit dont on a bien besoin. Alors, qu'est-ce qui a bien pu peser? Mais ça, je pense qu'il n'y a que ceux qui sont dans les arcanes des salons diplomatiques qui peuvent vous donner une réponse, je dirais même pas avec beaucoup de précision, mais il y a tout cela certainement, le poids de la République démocratique du Congo qui véritablement revient sur la scène internationale. Vous avez vu que par exemple, lorsqu'il y a eu un sommet à Paris, c'est le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que le président français Emmanuel Macron, c'est à lui qu'il a demandé de parler au nom de l'Afrique. Donc il y a comme ça plusieurs éléments qui montraient déjà la place que le chef de l'État congolais est en train d'occuper. Alors voilà, maintenant il y a des défis qui sont des défis de divers ordres auxquels il est appelé à faire face, d'abord en tant que président de la République démocratique du Congo et ensuite en tant que président de l'Union africaine. Alors, il est le 5e président, je te rappelle, il est le 5e président de la République démocratique du Congo. Donc avant lui, il y avait eu au moins plus de deux présidents précisément avant qu'il soit élu président de la République. 2 ans après, vous parlez de la mise en place de la réforme institutionnelle, l'état des droits, mais ce sont de processus. Jusqu'à présent, ce n'est pas encore quelque chose de très palpable ou à pas plus de 80% en République démocratique du Congo. Mais qu'est-ce qui influence sur le plan international? Quel est le point caché de l'actuel président de la République pour séduire ses pairs, comme vous avez dit? Bon, la République démocratique du Congo n'est pas un pays, un petit point sur une carte, hein. C'est quand même un grand pays qui a une grande histoire. L'ancien président de 18 ans d'Iran, il n'a jamais dirigé l'Union africaine. Oui, mais je ne sais pas pourquoi on doit faire cette comparaison-là. Moi, ce que je veux simplement faire comprendre,
c'est que le Congo, la République démocratique du Congo, à un moment donné, allez, j'allais dire, a presque disparu de la carte des grands événements mondiaux. C'est à peine si les responsables congolais étaient visibles dans les grandes rencontres, dans les grands sommets. C'est à peine si on pouvait entendre la RDC tousser. Mais avec tout le potentiel de la République démocratique du Congo, quand nous reviendrons peut-être sur l'Union africaine et ses défis, il y a par exemple le projet de Grand Inga, que tout le monde envie à la RDC, que tout le monde ambitionne. À l'époque, d'ailleurs, je me souviens, Cheikh Anta Diop, le grand égyptologue, avait déjà, lui, eu la vision que le courant des grands barrages du Congo pouvait amener le courant jusqu'en Égypte. Donc c'est peut-être nous les Congolais qui ne comprenons pas, qui ne voyons pas les capacités de notre pays. Alors, pour que ces capacités puissent être remarquées, pour que ces capacités puissent être appréciées, qu'on puisse véritablement venir frapper à la porte de la RDC, il faut qu'il y ait un missi dominici, il faut qu'il y ait quelqu'un qui porte ce message. Et depuis que le président de la République est arrivé aux affaires, on le lui a d'ailleurs reproché souvent, vous vous êtes beaucoup déplacé. Oui, mais il fallait bien que le Congo retrouve sa place dans le concert des nations. Donc c'est le fruit en fait de multiples voyages entrepris par les présidents de la République. Il y a les voyages, il y a les contacts, il y a le Congo qui renaît, il y a des signes qui portent le message aux autres pays africains, aux autres dirigeants africains. Pour qu'on sollicite un chef d'État à intervenir dans un conflit, il faut qu'on ait quand même confiance en lui. Alors, vous avez certainement brossé l'essentiel de l'apport ou soit l'intérêt que ces pairs... Qu'est-ce qui a séduit en fait ses homologues en fait pour porter le choix c'est l'actuel président de la République démocratique du Congo, mais plus d'un Congolais se pose la question de savoir qu'est-ce qui va changer avec l'avènement de l'actuel président de la République à cette structure ou organisation de l'Union africaine. Bon, qu'est-ce qui va changer? Ici, on peut parler. J'avais bien compris que c'était sur le plan le plan congolais. Qu'est-ce qui va changer? Déjà, le Congo est au sommet de l'Afrique. Le président de l'Union africaine, c'est le Congolais. Donc déjà là, il y a une certaine aura que notre pays prend. Il y a de la considération pour celui qui préside aux destinées de l'organisation de l'Union africaine, mais par ricochet pour son pays, la République démocratique du Congo, sur le plan diplomatique. Mais là aussi, c'est peut-être quelque chose qu'il faut donner au crédit du chef de l'État. C'est un fin diplomate. Il a reçu pas mal de dirigeants du monde, ne parlons pas du secrétaire général des Nations Unies, qui est venu d'ailleurs, je crois, par 2 fois ici. Pour dire quoi? Pour dire que le président de la République, c'est quelqu'un qui sait s'adresser à ses interlocuteurs, qui sait attirer leur attention et surtout qui sait se faire entendre. Pour ce qui concerne l'apport de cette élévation de la République démocratique du Congo à la présidence de l'Union africaine, pour la République démocratique du Congo, c'est d'abord diplomatique, cela va de soi. J'ai tout à l'heure cité le Grand Inga. Le projet du Grand Inga, c'est l'un des 9 piliers du plan, du projet du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa vision africaine. Qu'est-ce qu'il va faire? Sur quoi il va se baser pour conduire cette politique africaine pendant cette année? Il y a le Grand Inga. Mais le Grand Inga, on en parle depuis le maréchal Mobutu. On en parle depuis. Il n'y a pas grand-chose qui change. Tantôt, on nous dit que bon, on a financé, on a bouclé les financements, il y a telle entreprise, tantôt c'est une entreprise chinoise, etc. Mais ça n'avance pas. Mais là, avec la présidence congolaise de l'Union africaine, le Grand Inga est quelque chose qui intéresse les autres pays africains, qui intéresse l'Union africaine. Parce que l'Union africaine a de l'ambition.
L'ambition de l'Union africaine, c'est que les pays africains ne restent pas simplement de grands réservoirs de matières premières, où n'importe qui peut venir puiser, aller développer son pays, aller transformer et engranger des bénéfices. L'ambition des dirigeants africains, c'est que les matières premières africaines puissent être développées en Afrique et que l'on puisse commercialiser les produits de ces transformations des matières premières. D'où d'ailleurs un des piliers, un des 9 piliers du plan d'action du président de la République, c'est la ZLECA. La ZLECA, la zone de libre-échange africaine, pour que les pays africains puissent commercer entre eux, qu'il y ait des échanges. Nous sommes entourés de 9 voisins. Bon, je n'ai pas fait les calculs, mais ce serait quand même intéressant de voir en quelle quantité nous avons un échange de biens entre les pays africains entre eux. C'est intéressant à voir. Et cette zone de libre-échange africaine, c'est vrai qu'elle ne fonctionnera pas avec autant de bonheur et de bénéfices pour tous les pays, puisque tous les pays n'ont pas le même niveau de développement, n'ont pas le même niveau, nous n'avons pas un niveau homogène. Parce que pour vendre quelque chose aux voisins, ben, il faut déjà produire. Il faut déjà produire. Et donc, c'est une opportunité pour diversifier nos économies, et en particulier l'économie de la République démocratique du Congo. Le président a d'ailleurs souvent déclaré qu'il est temps que le sol prenne la revanche sur le sous-sol. Nous sommes un pays qui a fonctionné pendant des années, pratiquement l'estomac ou le ventre accroché au minerai. Alors que nous avons des territoires où il suffit de jeter un grain d'arachide et il pousse. Donc, cette diversification de nos économies est absolument importante. C'est dans cet espace-là, cet espace de la zone de libre-échange africaine, que l'Afrique pourra envisager un développement qui puisse véritablement profiter aux populations africaines. Il y a beaucoup de produits que l'on pourrait échanger entre nous, que ce soit les produits de l'agriculture, de l'élevage, la pisciculture, etc. Il y a beaucoup de choses qu'on peut échanger qui peuvent rapporter des devises au pays. Mais nous avons longtemps fonctionné en étant concentrés sur les produits miniers. Or, les produits miniers, vous savez, les prix se fixent sur des marchés étrangers, Londres, etc. Bon, nous avons un rôle, j'allais dire, pratiquement de suiveur. Or, il faudrait transformer la donne et faire en sorte que nous soyons en mesure de diversifier notre économie et de pouvoir diversifier aussi les sources de rentrée pour nos économies. Et ça, c'est absolument indispensable. Et sur le plan continental, la République démocratique du Congo sera au cœur des grandes questions désormais en Afrique. Elle est. Désormais, Elle est. À partir de sa présidence, en fait. Elle est au cœur, effectivement. Donc, alors, sur le plan, vous avez parlé d'échanges, vous avez parlé de l'économie et le reste, mais il y a un sérieux problème qui se pose sur le plan sécuritaire. Pendant plus d'une décennie, la République démocratique du Congo est victime des attaques extérieures. Entre autres, on pointe du doigt, on pointe le Rwanda et les restes, l'Ouganda du doigt. Quelle est la politique sur le plan sécuritaire que le président de la République souhaite entreprendre pendant son mandat à la tête de l'Union africaine? Le plan sécuritaire, disons, la lutte contre l'insécurité, la lutte pour que véritablement la paix puisse régner sur le continent africain, mais le président de la République l'a déjà appliqué dans son propre pays. Vous avez bien dit que nous avons subi des guerres d'agression. Le président de la République s'est lui-même d'abord battu pour que ces attaques puissent cesser. Vous avez suivi à plusieurs reprises les exploits des forces armées de la République démocratique du Congo, au point que c'est les ennemis qui attaquaient de façon traditionnelle, de façon, comment dirais-je, habituelle, la RDC, ont
compris qu'avec la puissance de feu qui était en train de grandir, hein, ce serait difficile de faire face. C'est ainsi que depuis quand même, je crois, 2-3 ans, ces ennemis qui attaquent les forces armées de la République démocratique du Congo, et pire encore, qui attaquent les populations, ont compris et se sont déployés maintenant dans des guerres de guérilla. Ce sont pratiquement des guerres de terrorisme qu'ils appliquent. C'est pour aller terroriser une population par-ci, essayer d'occuper les terrains par-là. Et donc, il y a une stratégie ou des stratégies nouvelles qu'il faut mettre en place, et c'est sur ça que le chef de l'État, avec les responsables des forces de sécurité et des forces armées, travaille depuis qu'il est arrivé à la tête de notre pays. C'est dans ce sens-là également qu'il a sollicité, que ce soit au niveau des grandes rencontres africaines. On l'a vu par exemple en Tanzanie avec la demande qu'il a effectuée pour que les autres pays, à travers les organisations africaines, puissent donner un coup de main à sa politique et appuyer sa stratégie au niveau de la lutte contre ces mouvements terroristes qui prennent plus ou moins racine là où ils ont pu entrer à travers les frontières qui sont plus ou moins poreuses. Donc cette politique de pacifier le continent, ça fait également partie des piliers de ce plan d'action du chef de l'État. Il va naturellement compter sur les forces de nos pays respectifs, mais également sur l'appui notamment de l'Organisation des Nations Unies, de l'Organisation de l'Union africaine, et également sur la diplomatie. La diplomatie qui est quand même en train de marquer des points sous la houlette du président de la République. Vous avez vu la reprise de la coopération militaire avec les États-Unis d'Amérique. Dernièrement, je crois qu'il y a l'Africom qui était ici, en tout cas l'état-major de l'Africom qui est venu ici. Il y a pas mal de terrains d'entente sur lesquels il y a eu des engagements. Toujours sur ce même plan, vous avez vu que dans notre pays, le chef de l'État travaille beaucoup pour renforcer la capacité de nos forces armées, pour renforcer la puissance de feu de nos forces armées. Mais pour cela, il faut des stratèges, parce que l'armée, quand elle va au front, mais c'est suivant des stratégies qui ont été, non pas conçues sur le front, mais qui ont été conçues par des stratèges militaires. D'où, notamment, vous avez vu l'ouverture de l'école de guerre, déjà après les académies, parce qu'il y a quand même des académies militaires qui existent dans notre pays, mais là, le président de la République a innové. Il y a une école de guerre qui vient d'être lancée à Kinshasa avec l'aide de la collaboration française. Bon, il y a comme ça des actions qui sont, ce pas des actions isolées, ce pas des actions que l'on jette comme ça, c'est suivant un plan de travail, suivant une stratégie de travail. Cette pacification est importante parce que les mouvements terroristes, les attaques que nous subissons en République démocratique du Congo, d'ailleurs à Addis Abeba, le chef de l'État l'a rappelé, hein, il y a beaucoup de pays africains qui sont pratiquement victimes des mêmes actes de barbarie. Il a parlé de la zone sahélo-saharienne, il a cité le cas de la République centrafricaine, l'Est de la RDC, le Mozambique. Donc il y a comme ça des terreaux fertiles pour que ces mouvements plus ou moins terroristes puissent agir, mais le chef de l'État est conscient de ça et il a demandé que véritablement l'Afrique se mette en marche pour éradiquer ce mouvement-là. Parce que tant qu'il y a des crépitements de balles, tant qu'il y a des tueries, tant qu'il y a des massacres, aucun investisseur important ne viendra. Aucun investisseur ne fera confiance pour venir mettre son argent dans des projets aussi grandioses puissent-ils être.
Le thème de l'année dernière, c'était à l'Union africaine. Faire taire les armes. Faire taire les armes. Mais nuit et jour, il y a la puissance de feu à l'est de la République démocratique du Congo. Plus d'un Congolais pense que il est aussi important de rompre peut-être le lien avec les personnes à qui on pointe du doigt à nuit et jour. Pourquoi est-ce que le président de la République continue toujours à collaborer avec certaines personnes où le Congolais pointe du doigt nuit et jour? On accuse sur cette question de la puissance de feu à l'est de la République démocratique du Congo, terrorisme. Certains également utilisent des moyens un peu plus inhumains pour tuer des femmes et détruire et déstabiliser. Il faudrait qu'il rompe avec qui. Je n'ai pas très bien compris la question. Les personnes qu'on pointe, dis donc, on lesquelles, pointe certains lesquelles pays, Rwanda, l'Ouganda et les restes. Mais vous savez, le Rwanda, le président de la République n'a pas choisi d'être voisin du Rwanda. Le Rwanda était là, il est là, il sera là. C'est l'histoire, c'est la nature, c'est... Voilà. Donc, mais des relations, on peut oui, mais bien entendu. Alors, lorsque l'on peut s'entendre avec l'un voisin, c'est mieux que de se donner des coups de poing, non? Et je crois que c'est cette stratégie-là. Nous avons déjà des problèmes nous-mêmes pour moderniser notre armée, pour renforcer la capacité de l'armée. Mais pendant que nous sommes en train le président déploie tous ses efforts quand on va créer des académies militaires, etc. C'est parce qu'on voudrait que les militaires congolais soient bien entraînés, soient bien encadrés par des stratèges qui ont fait les meilleures études possibles et qui ont fait les meilleures preuves. Mais cette façon de faire les choses n'enlève rien aux efforts diplomatiques. Ça n'enlève rien, c'est pas malgré la diplomatie, le président de la République maintient aussi la pression de se faire fort. Mais vous savez, les Latins... Comme dit, c'est lui qui veut la paix. Oui, mais c'est ça, les Latins l'ont bien dit. Si vis pacem, parabellum. Tu veux la paix, mais prépare la guerre. Ce n'est pas parce que je négocie que je ne peux pas renforcer mes capacités. Je renforce mes capacités parce que j'ai des ambitions de faire préserver la paix dans mon pays avec une armée forte, avec des services de sécurité qui sont bien formés, bien équipés, bien payés. Mais ça, c'est une ambition du politique congolais qu'il est. Mais le même politique, il sait aussi que mieux vaut faire la paix avec le voisin. Parce que nous voulons développer nos économies. Mais nous allons développer nos économies pendant que les armes parlent. Alors, au-delà, parce que il n'a plus seulement des obligations sur le plan national, il faut ajouter également des obligations sur le plan continental. Le terrorisme a fait qui se fructifie en Afrique actuellement. Que pense le président de la République pour l'Afrique avec ces fléaux de terrorisme? Mais le terrorisme, je crois que je viens d'ailleurs d'en parler avec vous. Le président de la République sait que l'Afrique doit faire face à ça, et fait face actuellement. Peut-être avec pas les moyens qu'il faudrait. Les moyens, on en a toujours besoin. Mais les chefs d'État sont conscients, et le président de la République le leur a rappelé au dernier sommet, le 34e sommet ordinaire des chefs d'État de l'Union africaine, il leur a rappelé cette responsabilité que tous les États africains ont, et lui en particulier, en tant que président de l'Union africaine. Mais on vous impose ce fléau. Le chef de l'État, il a bien donné une réponse. Il dit, au besoin, il faut qu'on impose la paix. Ah. Mais pour imposer la paix, il faut se donner les moyens d'aller imposer cette paix. Donc, c'est vrai que le terrorisme affecte beaucoup de pays, il l'a dit, mais nous allons, déjà chaque pays réagit, riposte à sa manière, mais maintenant il faut que nous puissions faire une coordination de tous ces efforts pour véritablement que ce soit l'Afrique d'une même voix qui pousse vers la pacification de son territoire. Mais il n'y a pas que ça. Vous savez, aujourd'hui, l'un des plus grands défis de l'heure, c'est la Covid-19. C'est la Covid-19 qui a bouleversé totalement
toutes nos façons de vivre. Là, nous nous promenons avec des cache-nez. Bon, il faut se laver les mains tout le temps. C'est des choses que l'on ne faisait pas. Donc, ce fléau-là, l'Organisation mondiale de la santé avait prédit une hécatombe en Afrique. Mais grâce à la prévoyance, grâce à la promptitude des réactions de nos dirigeants et de nos services de santé, même si ces services ne sont pas encore très très bien équipés. Nous connaissons la faiblesse des plateaux techniques de nos hôpitaux, de nos formations médicales. Mais l'Afrique a su résister. Maintenant, il ne suffit plus de résister, il faut faire face. C'est-à-dire que l'Afrique doit être en mesure de proposer des vaccins, puisque apparemment, le vaccin semble être... le seul moyen actuellement, vous pensez, semble. Je ne suis pas un médical, donc voilà. Je ne peux pas me hasarder là-dessus. Là c'est aussi un grand débat pour l'Afrique aujourd'hui. Oui, c'est un grand débat dans les bistrots, machin, mais c'est pas... Non, vous savez, même entre les scientifiques. Il y a des dirigeants, vous savez. Bon, écoutez, le chef de l'État, là, encore une fois, il fait confiance aux scientifiques. C'est facile de critiquer. Oui, mais le vaccin, c'est pour nous exterminer. Bon, on va exterminer uniquement les Noirs, les Africains. Mais ceux qui se vaccinent, ils se vaccinent aux États-Unis aussi, non? En Grande-Bretagne. Donc, ils veulent aussi exterminer les Américains, ils veulent exterminer... Mais apparemment, l'Afrique n'est pas très touchée par rapport à l'Amérique. Oui, mais le problème, c'est qu'il ne faut pas attendre d'être très touché. Au contraire, c'est pendant qu'on est encore plus ou moins touché que les autres, que nous devons maintenant faire face. Et c'est ça l'un des défis majeurs de la présidence congolaise de l'Union africaine. Et le président de la République en est conscient. Le sommet des chefs d'État de l'Union africaine a confié cette tâche de poursuivre les efforts qui ont été faits au président sud-africain Cyril Ramaphosa, qui a été un peu désigné comme le champion qui doit éclairer les dirigeants africains par rapport à comment faire face à ce fléau. Mais il faudrait aussi que les Africains puissent avoir, comment dirais-je, accès à tous ces équipements qui sont nécessaires, les respirateurs. Quand nous avons connu les premiers cas ici, mais c'était la panique. Il y a combien de respirateurs? Quand on vous dit qu'à Kinshasa, il n'y avait que 6 respirateurs, vous vous dites, attendez... Bon, heureusement que peut-être cette situation de pénurie a permis à des savants de l'UNIKIN de fabriquer des respirateurs. Voilà. Même à Bukavu, on en a fabriqué 2 ou 3. Donc quelque part, quand vous êtes face au danger, vous êtes dans le besoin, votre imagination fonctionne. Et là, tant mieux pour nos scientifiques, parce qu'ils ont quand même réussi. Ils ont fait des démonstrations qui ont été diffusées les images ont été diffusées partout. Donc on peut le faire. Maintenant, comment est-ce qu'on peut arriver à industrialiser? Merci beaucoup, il faut les moyens. Et donc, c'est cela vers lequel le président de la République dirige l'Afrique. Nous devons avoir des moyens. Mais comment avoir les moyens lorsqu'à chaque fois que vous êtes face à des problèmes, vous devez recourir à des aides, à des... Non. Et l'un parmi les éléments qui confortent la politique du chef de l'État, c'est le travail qui a été confié au président rwandais, Paul Kagame, pour la réforme des institutions. Vous savez, les institutions qui fonctionnent au niveau de l'Union africaine, c'est des institutions qui, je ne dirais pas de date de Mathusalem, mais... donc, ils ont besoin d'être revus par rapport, surtout, à ces fléaux qui tombent sur nous et pour lesquels on doit avoir une rapidité de réaction extraordinaire, ce qui n'est peut-être pas encore totalement le cas. Mais également, il faut avoir les moyens, il faut autonomiser l'Union africaine, c'est-à-dire disposer de moyens financiers, disposer de budgets qui peuvent nous permettre de faire face à ce genre que ce soit les attaques terroristes, que ce soit les épidémies, Ebola, que ce soit la Covid et d'autres épidémies peut-être auxquelles on fera face à l'avenir. Donc il faut autonomiser l'Afrique sur le plan du financement. Ce travail a été confié au président ghanéen, Nana Akufo-Addo, et voilà les instruments qui vont permettre
à l'Afrique, à l'Union africaine, au président de l'Union africaine, de pouvoir avoir les leviers nécessaires pour faire face aux défis qui attendent notre continent, qui attendent nos États. C'est un travail de longue haleine, on dira, mais le président Tshisekedi n'a qu'un an. Et donc, les autres chefs d'État, lorsqu'ils l'ont félicité pour la présidence de l'Union africaine, lui ont promis leur aide, leur collaboration pour qu'il réussisse son mandat. Ben écoutez, nous sommes sur le terrain, Voilà. nous allons le voir, mais en tout cas, Il a 365 jours. en tout cas, le président de l'Union africaine est lui disposé à travailler la main dans la main avec tous les chefs d'État africains, selon ce que chacun peut apporter à l'exercice de son mandat. Nous sommes suivis en dehors de la République démocratique du Congo. Je rappelle à nos fidèles internautes, nous recevons pour vous aujourd'hui le porte-parole du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Il est également le président en exercice de l'Union africaine. Il a beaucoup de défis, le président de la République. 2 ans après son élection, il a encore beaucoup de défis sur le plan national. Beaucoup, alors beaucoup. Après d'ailleurs la rupture de la première coalition FCC-Cash, il s'ajoute encore beaucoup de défis avec l'Union sacrée. Il faut encore ajouter de ces défis d'autres défis sur le plan continental, l'actuel président de la République. Comment il va s'y prendre? Non, j'allais dire, comment il va exercer ses premiers pas d'apprentissage douloureux alors? Parce qu'il a des problèmes internes et également sur le plan continental. Mais tous les chefs d'État qui ont eu ce privilège de présider l'Union africaine ont toujours fait face à la fois aux problèmes internes de leur propre pays et aux problèmes liés au fonctionnement de l'organisation de notre continent. Le président de la République a les moyens nécessaires sur le plan des compétences à réunir. Vous avez vu que peu avant qu'il ne prenne la tête de l'Union africaine, il a constitué un panel où vous trouvez les éminences grises de nos grandes universités, mais vous trouvez également de grandes personnalités du monde associatif, etc. Ce panel a préparé le travail du président de la République, le plan dont je vous ai parlé qui compte 9 grands piliers, je vous en ai cité quelques-uns ici, c'est un plan qui va permettre de baliser le chemin. Les problèmes nationaux, le président de la République peut compter sur son gouvernement. Là, il y a le Premier ministre qui vient d'être nommé, M. Sama Lukonde Kyenge, c'est un ancien, il vient de la GECAMIN, où il était directeur général. Là, il est en train de discuter avec l'informateur, le professeur Bahati Lukwebo, pour voir concrètement quelle est la représentativité nationale et à partir de là, composer le gouvernement. Il espère aligner son gouvernement d'ici le 15 mars, puisqu'il y a une session parlementaire. Il faut que le Parlement, comment dirais-je, adoube ce gouvernement. Donc il y a un gouvernement. Il y aura un Premier ministre qui est, je ne dis pas du même bord, mais qui a véritablement la même, qui regarde dans la même direction que le président de la République. Vous savez très bien, on ne va pas revenir sur les crocs en jambes, les bousculades. Non, c'est du passé. Là, nous avons un nouveau Premier ministre, bientôt un nouveau gouvernement. L'avantage, c'est que le Premier ministre et son gouvernement ne viendront pas tous les matins en se disant « aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va mettre le croc en jambe ?» Non, là, on regarde dans la même direction, on suit les directives du chef de l'État. Bon, je ne reviendrai pas sur la nouvelle composition de l'Assemblée nationale. Donc, il y a véritablement moyen qu'on puisse aller plus vite
que l'on a pu le faire pendant ces 2 ans. Le président de la République va s'occuper de l'Union africaine, mais l'Union africaine a un instrument, même des instruments, notamment la commission de l'Union africaine, qui travaille au quotidien. Donc le président de la République, en tant que président de l'Union africaine, naturellement va coordonner tout cela pour voir que ça va dans le sens du plan que lui a mis en route. Mais il y a toutes sortes de mécanismes qui fonctionnent sur le plan notamment régional. N'oublions pas qu'il y a des commissions régionales, notamment sur le plan économique, etc. Donc il y a déjà un travail qui est fait. Et lui, il aura la charge de la coordination pour vérifier que véritablement le plan qu'il a mis en route, on ne dévie pas de ce plan-là, et surtout vérifier que ce plan dispose des moyens nécessaires pour lui permettre de réaliser le projet qu'il a mis en route. Alors, il faut... on se pose certainement cette question. C'est une question super importante pour le Congolais. La question est de savoir, sur le plan social et sur le plan économique, est-ce que le président de la République pense aujourd'hui qu'il faudra, soit reformuler cette question, le président de la République souhaitait de voir de nouveaux millionnaires. Et c'est aussi une occasion pour le président de la République de booster le jeune entrepreneur sur le plan continental. Mais avec sa présidence à l'Union. Je crois que le président de la République devait être très heureux hier quand on a interrogé son nouveau Premier ministre. M. Samalou Kondé, il répondait, je crois, à une jeune journaliste, que vous connaissez d'ailleurs, je crois, très bien, pour lui dire « mais j'aurais bien voulu que vous me parliez de vous, la femme, que vous me parlez des jeunes. » Mais oui, ça fait partie du projet du président de la République. Rappelez-vous, quand il effectuait son voyage, sa visite à Abuja, au Nigeria, il a amené avec lui des jeunes entrepreneurs qui étaient d'ailleurs très ravis de faire ce voyage et qui ont découvert d'autres jeunes qui venaient de partout en Afrique. Hein, je ne sais pas si ce mouvement-là, ils ont pu le capitaliser et le continuer, mais l'avenir de notre pays, ce sont les jeunes. C'est la femme. Quelle place elle va réellement avoir? Donc je crois qu'effectivement, ce sont des questions qui seront au centre et au cœur de l'action du gouvernement qui va voir le jour et qui va être piloté par le nouveau Premier ministre, mais naturellement selon la vision du chef de l'État. Je crois qu'on peut aujourd'hui peut-être déplorer le fait que, bon, à cause de ces retards qu'on a pris dans les bisbilles politiques, le social ne s'est pas véritablement invité à la table du Congolais. Bon, il ne faut pas s'aveugler, mais la volonté du président de la République, et là, j'étais vraiment heureux, c'est moi qui ai introduit le Premier ministre hier dans son entretien avec les médias, mais le Premier ministre a pris ce problème à bras-le-corps. Et donc, je crois qu'on peut lui donner cette chance de se mettre à l'œuvre. C'est un homme pratique. Ceux qui sont à la Gécamine l'ont vu en quelques 6 mois. Il y a beaucoup de changements. Il y a des salaires qui n'étaient plus payés, qui commencent à être payés. Bref, c'est quelqu'un de pratique. Donnons-lui cette chance-là. Le chef de l'État a mis en lui sa confiance. Allez. Topé Mokakoso. Mokakoso. Nous sommes à Kinshasa, en direct de Kinshasa, sous un soleil vraiment très accablant. Comprenez, à tout moment, on sera en train de faire des mouvements inhabituels, hors confort en fait, dans un jardin où on voulait bien que cette émission soit réalisée. Avec le porteur-parole du président, M. Kasongo Moïma, l'avant-dernière question. Oui. Est-ce que la voix du président de la République sera entendue? Connaissant le mot qui dérange le Congo, c'est-à-dire l'insécurité, le social, la corruption et beaucoup de choses alors. Est-ce que le mot du président et la voix du président de la République sera entendue?
par ses pairs. Pourquoi vous mettez ce verbe au futur? Est-ce que la voix... Il sera un exercice face à des négociations. Est-ce que la voix... À chaque fois, il y aura des problèmes en dehors de ce pays. Est-ce que la voix du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est entendue? Hier en tant qu'homologue, mais aujourd'hui en tant que président de l'Union africaine. Mais c'est en tant que président de l'Union africaine. Il n'a pas encore commencé à traiter le dossier. Hein. Ah si! Ah si! Mais attendez, lorsqu'on l'invite à essayer d'harmoniser les vues entre l'Égypte, l'Éthiopie, le Soudan, par rapport au barrage qui est en prévision sur le Nil, mais c'est pour éviter que ça ne dégénère en crise. Vous savez, l'eau, dans les années qui viennent, ça va être un élément qui peut provoquer de grandes guerres. Le lac Tchad, tout près de nous ici. Non, le président de la République a une voix qui porte. Et qui portera davantage maintenant qu'il est à la tête de l'Union africaine. Ses pairs le sollicitent. On ne le sollicite pas seulement maintenant qu'il est devenu président de l'Union africaine. On l'a déjà sollicité alors qu'il n'était que deuxième vice-président de l'Union africaine, notamment dans le conflit entre le Rwanda et l'Ouganda. Donc, sa voix porte. Et avec sa voix, le Congo parle maintenant. Non, je crois qu'il est écouté par ses pairs africains qui ont sollicité, pour beaucoup d'entre eux, que je ne citerai pas ici, de le rencontrer, de venir le voir pour essayer d'aider à résoudre un certain nombre de crises. Mais il n'est pas là uniquement pour mettre fin aux crises. Il est là, entre autres, pour ça. Mais il n'est pas là que pour ça. Il faudrait aussi, et c'est ce qu'il envisage, qu'il ambitionne, c'est que véritablement, cette Afrique que nous voulons construire, d'ailleurs c'est l'une des thématiques de cette année, cette Afrique que nous voulons construire, il faut qu'elle se base sur ce qu'elle a de plus profond, c'est-à-dire son âme culturelle, son histoire. Et parmi les résolutions du 34e sommet, il y a notamment la récupération par les pays africains de leur patrimoine culturel qui ont été spoliés par les puissances étrangères. Mais il va y avoir, c'est une année qui va vraiment mettre une grande, comment dirais-je, importance, qui va donner de l'importance au domaine de la culture. Il est question que l'on inaugure le Grand Musée du Caire. Il y aura un grand musée en Algérie. Le président Macky Sall, qui est intervenu par visioconférence, a annoncé le début des travaux pour construire un grand mémorial pour commémorer, pour rappeler la traite négrière qui s'est faite au large de l'île de Gorée, où on a embarqué des milliers d'Africains pour aller les vendre aux Amériques. Donc, l'Africain veut s'exprimer. Et de ce point de vue-là, la thématique de cette année convient parfaitement bien, surtout qu'il y a déjà des choses concrètes qui sont en train d'être faites, mais il faut laisser, par exemple pour la récupération des œuvres d'art qui sont ailleurs, il faut laisser maintenant que les États harmonisent, par exemple le Sénégal ou l'Angola avec les anciens colonisateurs, la même chose pour la RDC et pour d'autres pays. Non, ça va être, je crois, effectivement un grand défi, mais croyez-moi, le président de l'époque, le président de la République a... Allez, c'est pas un jeu de mots, il a les épaules larges pour pouvoir faire face à ces défis. Alors, pendant que le Congolais attend aussi beaucoup de lui, il y a également ces polémiques, plus dans le milieu congolais, hein, je l'ai bien dit, dans le milieu congolais, sur l'absence des autres chefs de l'État. Et également, d'ailleurs, la personne qui devait lui remettre des signes. Cette absence aussi physique remarquable.
c'est dû à quoi? Il y a beaucoup de polémiques autour de ça. Oui, j'aime bien la précision que vous avez donnée dans les milieux congolais. Je précise, dans les milieux congolais. Pourquoi cette polémique? Parce que probablement les gens ne sont pas informés. Ce n'était pas une, comment dirais-je, une surprise. Mais en allant à Addis Abeba, on savait bien que ça se ferait, que le sommet se tiendrait en hybride. C'est-à-dire qu'il y aurait une partie en présentiel, notamment le président qui prend ses fonctions. C'est tout à fait logique qu'il se retrouve au siège de l'Union africaine. Il n'allait pas prendre ses fonctions à partir de Kinshasa. Non, le siège de l'Union africaine est à Addis Abeba. C'est normal que le président qui entre puisse aller recevoir les insignes. Le président sortant, le Sud-Africain, l'a fait de manière symbolique. Hein, il a présenté un drapeau, mais c'est le président de la commission de l'Union africaine qui lui a remis les symboles physiquement. Et donc, dès lors que l'on savait, et je voudrais donner ici un élément, quand nous sommes allés, nous, la délégation du président de la République, nous l'avons précédé. Nous sommes allés au siège de l'Union africaine, notamment pour avoir nos accréditations, etc. Mais on avait l'impression qu'il y avait des gens qui étaient étonnés de nous voir entrer là-bas. Une forte délégation parce que une forte délégation, 34 personnes, c'est une forte délégation. C'est une délégation, vous avez dit... 34 personnes. Ils étaient étonnés de vous voir. Oui, mais attends, c'est vrai que... C'est vrai que c'est le président de la République et sa suite, juste ça. Non, là, il n'y a que les fonctionnaires de l'Union africaine qui y travaillent. Et donc, voir arriver, bon, c'est vrai que les responsables savaient que nous venions, mais tous ceux qui sont dans les petits services ont été un peu étonnés finalement quand ils ont passé 2-3 coups de fil. On nous a laissé entrer. Ça signifie quoi? Ça signifie que l'Union africaine, le siège de l'Union africaine, travaillait en mode, comment dire, service minimum, voilà. En mode service minimum. Compte tenu à la Covid. Mais évidemment, moi je ne comprends pas pourquoi ça a créé un tel... il y a aussi une autre polémique. Oh, aucun chef d'État ne l'a félicité. J'ai dit, mais mes chers amis, je ne sais pas où vous étiez le jour où il y avait la cérémonie d'ouverture, mais tous les chefs d'État qui ont pris la parole, ils ont commencé par le féliciter. Après l'avoir félicité, ils lui ont promis leur concours pour la réussite de son mandat. Que demander de plus? Mais ça, c'est congolo-congolais. Donc, pour mettre fin à cette édition, plus de 50 minutes passées avec le porte-parole du président, Messieurs Kasongo Moema Tarsis. Monsieur Kasongo Moema, le choix du Premier ministre, autre chapitre, une parenthèse pour mettre terme à notre édition, le choix du Premier ministre est basé sur quoi en fait le choix du président de la République? Mais vous dites bien, c'est le choix du président de la République. Je n'ai pas à le discuter. Vous êtes son porte-parole, c'était oui, sur quoi? Je suis le porte-parole du président de la République. Voilà. Mais je ne viens pas ici pour discuter de son choix. C'était basé sur quoi? Mais je ne viens pas pour discuter de son choix. Vous nous en parlez un peu? Bon, on parlait... C'était d'un monsieur jeune ou soit... Mais j'imagine que ça répond à beaucoup de critères et surtout à beaucoup d'attentes. C'était quoi? Ça répond à beaucoup d'attentes et il a semblé au président que l'actuel Premier ministre, le nouveau Premier ministre, remplissait ces conditions-là, ce qui a justifié, ce qui expliquait le fait qu'il l'ait nommé. Bon, il ne faut pas non plus commencer à croire qu'il va inventer la pluie. Non. Nous sommes bien conscients des difficultés qui sont devant lui. Pendant combien d'années ici, l'économie traîne les pas. Il y a beaucoup de difficultés, ça je ne vous apprends rien non plus. Mais le Premier ministre, hier, dans son discours, a pratiquement répondu à votre question. Hein? Il a pratiquement répondu à votre question. Je crois que ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est véritablement de lui faire confiance, comme le chef de l'État l'a fait, et surtout de l'aider à aller de l'avant. Parce que, vous savez,
nous connaissons entre Congolais. Hein. Oui, c'est le nouveau Premier ministre, mais on va lui mettre tellement de bâtons dans les roues pour qu'il échoue et qu'on se frotte les mains. Je crois que les Congolais doivent comprendre que l'intérêt que nous visons tous, c'est l'intérêt du pays, l'intérêt du Congolais. Ce n'est pas en mettant les bâtons dans les roues du Premier ministre, on ira peut-être prendre après du champagne et du coca ou une autre boisson, mais en fait, on aura fait mal à soi-même, à son propre pays, aux propres enfants de l'Afrique, de la RDC. Donc je crois que les critères, je ne vais pas venir ici sur un plateau de télévision pour vous en parler, je crois que vous aurez l'opportunité, dans très peu de temps, de pouvoir échanger avec, peut-être pas vous, mais les médias à la fois congolais et extérieurs, d'échanger avec le président de la République. Je ne vous en dirai donc pas plus. Réservez cette question et puis vous la poserez. Merci Monsieur Kasongo Mouema. On est arrivé à terme dans notre édition. Vous pouvez dire quelque chose à tous les Congolais qui nous ont suivis en dehors de la République démocratique du Congo, comme ici à Kinshasa sur Congo Web Télévision et également sur Info 243. Je voudrais d'abord dire merci pour l'invitation. Je crois que si je ne me trompe pas, c'est la deuxième fois que vous me recevez. De plus en plus, nous allons essayer de multiplier ces contacts avec les médias en ligne. C'est la communication moderne. Il se fait malheureusement que vous êtes tellement nombreux que ça devient un petit peu compliqué d'accepter l'invitation. Bon, quand on vient une fois ou deux fois là-bas, oui, mais pourquoi là-bas et pas... Non, je crois que la tendance, et ce n'est qu'une tendance salvatrice, parce que l'avenir des médias, c'est dans le numérique. Et donc, merci déjà pour cette invitation. On essaiera de trouver la disponibilité nécessaire pour relayer le message du président de la République dans les autres médias numériques, sur les plateformes nouvelles, mais également, sans oublier les plateformes traditionnelles que sont les médias habituels. Je voudrais peut-être, pour terminer cette émission, dire qu'il ne faut pas avoir peur des challenges, des défis qui se présentent devant nous. Le président de la République a toujours dit que c'est ensemble que nous relèverons les défis. Et ma foi, lorsqu'il s'adresse à ses compatriotes, je crois qu'il l'a fait aussi à Londres, pour dire que nous allons faire de ce Congo un pays fort, un pays debout. Mais il croit vraiment en ça. Mais il croit aussi dans la participation de chaque Congolais, de quelque bord qu'il vienne. C'est d'abord son pays, c'est d'abord son Congo. Les luttes partisanes, ma foi, s'il y a moyen de les laisser derrière, autant. Merci Monsieur Tarsis Kasongo Mouema Yamayama. Merci pour votre disponibilité. Il est le porte-parole du président de la République, un ancien brillant journaliste, une fierté pour notre pays. Ça n'est fini pour cette édition. Merci de l'avoir suivi, mesdames et messieurs, sur Info 243, également sur Congo Web Télévision. Merci à Julien Mbouy pour la prise de vue. Merci à toute l'équipe d'Info 243. On se retrouve très prochainement pour une prochaine édition. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Désormais, retrouvez-moi sur Info 243. Batata Bamaman, désormais Bolanda Bisso sur Info 243. Merci.